Rebonjour. On va peut-être reprendre la séance. Comme vous voyez, Nelly Schmidt, qui était censée modérer cette séance, n'est pas là. Et du coup, on s'est dit, puisqu'elle n'est pas là, vaut mieux se dédoubler pour essayer de la remplacer, ce dont on sera certainement incapable. Mais du coup, Mika et moi, qui font toutes les deux partie du groupe de recherche, vont essayer d'à peu près dignement introduire cette séance. Et nous espérons que nos deux intervenantes auront nous pardonneront les quelques imprécisions parce que ça s'est décidé à la seconde. On va se dédier à une séance qui va faire un grand bond dans le temps et un grand bond dans l'espace et nous amener vers les Antilles, vers l'Afrique colonisée par les Portugais et vers la question de l'esclavage. Et du coup, participer d'un souci ou d'une approche qu'on a pas mal évoquée ce matin, qu'on a poursuivi pendant les 4 séances précédentes de l'année dernière, qui est le fait de mettre en perspective, d'unir, d'établir les échos entre différents contextes géographiques et les publications qu'on peut trouver dans ces contextes géographiques. On va se trouver donc en situation coloniale, avec des publications qui sont largement affectées par la situation coloniale et voir émerger au sein de ces publications des contre-récits, des moments de subversion, des moments de décalage, pas forcément intentionnés dans les publications. J'ai le plaisir d'introduire Rachel Danon, qui enseigne la littérature française à l'université de Korogo en Côte d'Ivoire et qui va se concentrer, nous présenter une communication qui met en avant la fabrique du lecteur dans les revues périodiques coloniales du XVIIIe siècle et spécifiquement dans la Gazette des Petites Antilles. Okay, merci. Alors, avant de commencer, je voulais dire merci à Zaya et à Florence Pelletier qui me permettent de revenir ici. J'étais là en juin dernier pour la journée d'études et je suis là aujourd'hui encore. Et je voulais vraiment leur dire merci de me permettre de participer à cette rencontre très enrichissante. Alors, je vais donc vous présenter la fabrique du lecteur dans les revues périodiques coloniales du XVIIIe siècle, le cas de la Gazette des Petites Antilles sur 3 années, donc 1775, 1776 et 1785. Alors, le lecteur des revues périodiques comme agent actif de ce qu'il lit n'est pas une pratique récente. Ce fait qui semble remonter à très loin est encore plus vrai pour les petites entreprises de presse comme celle des Lumières, notamment les gazettes des colonies, dont les rédacteurs s'appuyaient plus sur un réseau de correspondants issus du lectorat que sur une équipe de journalistes. Alors, les rédacteurs de la Gazette des Petites Antilles, acquis aux idées philosophiques, présentent leurs feuilles comme un monument élevé contre l'oppression, un réparateur des torts ou encore un défenseur de l'humanité gémissante qui se donne pour but d'exciter quelquefois le lecteur à penser et agir. Cette feuille de route semble avoir suscité un fort intérêt chez leurs récepteurs qui se définissent pour leur part comme d'honnêtes gens, amis de la vérité, des citoyens éclairés. Un engouement à l'origine d'un vaste réseau de solidarité sur lequel reposera, dans une large mesure, l'existence du périodique. Alors nous nous proposons de l'investir pour y étudier l'interdépendance du couple rédacteur-lecteur dans la confection du journal. Vu à la fois l'immense tâche de dépouillage qui s'est imposée à nous, face au gros volume du support et son inaccessibilité dans son entièreté, notre exploration s'est
concentrer sur quelques numéros de la Gazette parus sur 3 années. Il s'agira donc, dans un premier temps, d'étudier le profil de ces lecteurs ainsi que la place réelle que leur confère le journal, voir comment ils participent à la fabrication de l'information qui leur sera adressée en retour, présenter le contenu, ainsi que la fréquence des informations transmises au journal. Nous nous demanderons ensuite en quoi ces informations dues au lecteur font passer le journal des sources d'informations plus ou moins autorisées en destinataire bénéficiant de la vraie légitimité, de la vraie légitimation d'un rôle social souvent contesté. Notre réflexion portera par ailleurs sur la capacité des reculs et du travail critique du rédacteur de la Gazette dans cette relation de proximité avec le lecteur. Il sera enfin question d'interroger la portée effective des interactions des lecteurs de la Gazette pour voir comment ces interactions échappent au risque de manipulation idéologique et commerciale du support. Alors nous allons présenter brièvement le périodique. Ah, d'accord. Elle est créée, la Gazette est créée le 5 juillet 1774 par un Français nommé Reynaud, négociant provincial réfugié à la Dominique, auquel aurait succédé notre Français Pierre Ulrich Dubuisson. Bien que publiée en Dominique britannique, la Gazette concerne principalement la Guadeloupe et la Martinique. C'est un hebdomadaire publié régulièrement le mardi et rassemblé en un volume par an. Jusqu'au 2 juillet 1776, sa publication cesse et est remplacée par l'Observateur américain. Par la suite, elle prend successivement les titres de Courrier extraordinaire de la Guadeloupe, le Courrier extraordinaire, le Courrier du cabinet. Elle porte 2 devises qui se déclinent comme ça affiché au tableau. Donc, Amisus Socrates, Amisus Plato, Magis, Amicas Veritas. Ça, c'est de 1775 à 1776. Et puis, nous avons « C'est au sein de la liberté qu'on doit trouver la vérité ». 1785. Hein? Voilà. Sa publication cesse en 1785. Alors, paru dans le contexte des Lumières, c'est un philosophe que les rédacteurs de la Gazette des Petites Antilles conçoivent leur rôle de journalistes. À une époque où les progrès de la philosophie achèvent d'éclairer les nations, ils estiment que le journaliste se doit de prendre un vol plus haut, d'être ce philosophe observateur qui, animé de l'amour de l'humanité et du bien public, parle le langage de la vérité et du patriotisme pour combattre sans relâche les abus et rompre les chaînes des injustices. Alors, nous allons maintenant voir rapidement le lecteur de la Gazette des Petites Antilles. Alors, la provenance diversifiée des informations qui forment la principale trame du périodique montre qu'il est largement diffusé et lu aussi bien dans les îles françaises que dans toute l'Europe grâce à un réseau de correspondants. Comme déjà indiqué, ces lecteurs donc, se veulent des citoyens éclairés, qui refusent de sacrifier l'intérêt général aux petites vues de quelques particuliers. Ils soutiennent donc et encouragent le journal en lui communiquant tout ce qui se passe dans les îles. Et comme le souligne Alain Lebara dans un de ses articles, la quantité des informations publiées et leur nature laissent à penser que la Gazette des Petites Antilles profitait des complicités au plus haut niveau de l'administration coloniale. Alors nous ne pouvons avancer un nombre exact de tous les lecteurs qui lisent le journal, si ce n'est de nous en tenir aux différents avis de l'éditeur, s'adressant tantôt à un grand nombre de personnes ayant fait demander la collection complète des feuilles de l'année précédente, tantôt faisant un rappel à d'autres de régler leur abonnement pour beaucoup de souscriptions qui restent dues. Donc, il y a beaucoup de monde vraiment qui lisent la Gazette. Alors, quant au profil proprement dit de ces lecteurs, les nombreuses lettres publiées autorisent à dire qu'il en existe une diversité qui s'intéresse à la Gazette. Cependant, la plupart des lettres terminant par la formule « J'ai l'honneur d'être » sans aucune signature propre
rend difficile leur identification. Toujours est-il qu'à l'absence de marques visibles, l'inscription sociale du destinataire est pratiquement inévacuable. Comme l'indique Gérard Ferréol, cette inscription sociale s'est trahie par le style de la lettre, pour ne pas dire son orthographe, qui manifeste le niveau d'éducation du scripteur et sa maîtrise des codes qui régissent les rapports de civilité entre les individus. Ainsi, le contenu de certaines lettres suggère que ces lecteurs, scripteurs, donc vraiment ceux qui écrivent, hein, il y a ceux qui lisent et il y a ceux qui écrivent aussi, voilà, qui fait vraiment l'objet de notre communication, donc viennent de plusieurs milieux. Et par exemple, on a, excusez-moi, voilà. Donc, ils viennent de plusieurs milieux. On a pu noter parmi ces personnes des hommes de finances publiques, donc des gens qui ne sont pas vraiment étrangers à la chose publique, notamment les finances. Voilà, donc là, on n'a pas le temps de lire vraiment tous les extraits. Voilà, donc vous avez là les extraits. Par exemple, ici, vous avez donc, un lecteur qui dit « Par quelle malheureuse fatalité tout ce qui porte à la Martinique le nom de taxes ou de contributions doit-il paraître contrarier les premières notions d'arithmétique? Pourquoi la perception semble-t-elle toujours beaucoup plus forte que l'objet pour lequel on perçoit? Et même dans des choses qui, relatives au bien public, devraient être totalement exemptes de ce vernis de finances qui, en appauvrissant les peuples, ne sert qu'à déshonorer le fisc et enrichir ceux qui sont chargés de la manutention des deniers. Voilà. Donc, il y a des hommes de finances, il y a des intellectuels engagés, voilà, qui maîtrisent parfaitement les droits et les devoirs de tout citoyen vis-à-vis de ceux qui sont appelés à gouverner. Voilà, donc ça, c'est le second extrait. Nous avons aussi des hommes du corps médical, comme des chirurgiens. Voilà. Nous avons des hommes d'affaires philanthropes. Nous avons à côté d'eux des gens ordinaires, des hommes, des femmes, des hommes d'église. Donc, c'est dire qu'il y a quand même une diversité de personnes qui interviennent vraiment dans le journal, qui lisent, qui s'intéressent, qui écrivent. Voilà, donc là, vous avez des hommes de loi, des hommes d'église, des gens ordinaires, des femmes au foyer, ainsi de suite. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est difficile à part justement qu'on peut les situer socialement, comme je viens de le faire. Il n'y a pas vraiment les lettres sont anonymes, hein, donc ça a quand même soulevé des questions à nous. On s'est demandé pourquoi est-ce que les gens préfèrent écrire de façon anonyme. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent garder l'anonymat? Alors, la première raison, le plus souvent sous-entendu, serait de ne pas exposer son identité au jugement public. C'est-à-dire on écrit de façon anonyme pour ne pas exposer son identité au jugement public. Écrit protégé par un masque peut donc donner plus d'élan à la plume, hein, garantir une espèce de légèreté, synonyme de liberté d'expression, que le poids du propre nom, exigeant toujours d'être défendu, ne fait qu'entraver. Pour Denis Renaud, ces lettres anonymes, signées de la qualité des lecteurs ou à partir du milieu du XVIIe siècle d'abonnés serait plus importante que le titre ou l'identité professionnelle, car c'est elle qui fonde l'appartenance du correspondant à une communauté démocratique. Ainsi, la rareté des marques dans les lettres reçues et leur effacement par les sélectionneurs tend à maintenir ce droit également partagé entre tous les membres du public selon la logique démocratique dominante. La simple qualité des lecteurs étant suffisante pour légitimer la prise de parole. La seconde réflexion que suscite en nous donc le profil que nous venons de vous égrener porte sur la représentation des femmes lectrices dans la Gazette des Petites Antilles. Alors, dans les quelques lettres, les extraits présentés ici, on y trouve des lettres de femmes.
Mais leur nombre reste négligeable à côté de celui beaucoup plus important des hommes. Aussi, quand les femmes prennent la parole, sur quoi portent vraiment leurs écrits. La partie suivante nous en dira un peu plus et nous fera ainsi mesurer les éléments de la compétence des lecteurs en rapport avec le genre. Nous allons maintenant voir la nature du courrier. Alors, les gens écrivent, ils écrivent sur quoi? Voilà, les thèmes. Disons que le contenu des lettres semble aussi varier que le profil des lecteurs. Elles vont du plus trivial au plus engagé. Voilà. Donc, on lit par exemple, ici, vous avez un extrait d'une lettre qui porte sur des scènes de ménage, c'est-à-dire qu'un homme qui vient se plaindre, qui vient faire une réplique à sa femme qui était déjà passée manifestement, écrit une lettre à la Gazette pour étaler leurs débats conjugaux. Voilà, donc là, il vient pour lui faire une réplique. Là, nous voyons un peu l'intrusion de l'intime dans l'espace public qui semble nourri par un souci de paraître proche du lecteur, de la part du rédacteur de la Gazette, conscient de s'adresser à un public vaste. Alors, dans le second extrait, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Okay. Alors, donc ici, j'espère que... Je crois qu'il y a un petit décalage. Donc, je disais, donc, il y a des sujets, comme je viens de dire. Nous avons aussi... Donc, nous avons un extrait, je ne retrouve pas ça là, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe. Sinon, il y a donc un lecteur qui formule une plainte qui est relative aux compétences d'un chirurgien qui n'en serait vraiment pas un. C'est celui qu'on a vu, il est en dessous de celui de scène de ménage. Il est en dessous? Oui, revenez à scène de ménage, le monsieur qui se plaint de sa femme. C'est là. Voilà, Encore? Voilà. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, oui, oui. Voilà, donc là, c'est un lecteur qui se plaint d'un prétendu chirurgien qui n'en serait pas vraiment un. Donc là, vous voyez, si vous trouvez le fait ci-après digne d'occuper une place dans vos feuilles, je vous prie de l'y insérer. D'ailleurs, il n'est pas sans quelque utilité pour le public. Le sieur MN, chirurgien ou du moins arrivé depuis peu, sous ce titre, donne à penser par ses occupations journalières qu'il s'est trompé sur sa qualité et qu'il est plutôt un élève vétérinaire. Bon. Alors, on avance et on a donc, voilà, un autre lecteur, là, cette fois de la Martinique, lui qui défend, qui fait une plaidoirie pour le maintien et l'entretien de la milice qui, selon lui, serait nécessaire à la protection de la propriété privée, ce qui l'amène donc à se lancer dans un grand développement sur l'éloge de la vie en société et porter du même coup une critique contre toute mesure œuvrant dans le sens de la suppression de ce corps paramilitaire jugé onéreux et inutile. Alors, ces quelques thématiques, autant plus ou moins normales, on va dire modérées, font place à des courriers plus incisifs. On a là donc l'ignorance des gouvernés qui fait le lit des pouvoirs illégitimes et illimités des gouvernants qui se trouvent ici indexés par un lecteur de la Martinique. Alors, je cite ici, plus le citoyen vit éloigné du trône, plus il doit craindre que le pouvoir qui en est émané ne s'étende et ne croisse à son désavantage. Triste vérité, malheureusement, démontrée par les faits dans toutes nos colonies, où les abus ont trouvé une facilité prodigieuse à se multiplier dans le peu de lumière qu'ont en général les habitants sur un objet aussi essentiel. Ailleurs, c'est un lecteur de la Guadeloupe qui pointe aussi du doigt les conditions de détention
des prisonniers de la Dominique à l'occasion d'un voyage. Tout à l'heure, je disais, dans le profil des lecteurs, on a des hommes d'affaires. Donc, c'est un homme d'affaires qui est de passage à la Dominique et qui est vraiment étonné des conditions de détention des prisonniers de cette île. Donc, lui aussi, voilà, il adresse une lettre à la Gazette pour pouvoir décrire ce qu'il voit. Alors, à ces mots, vous devinez déjà, monsieur, je veux parler de votre géole. En effet, mais comment trouver des expressions assez fortes pour bien peindre ce que j'ai ressenti quand le hasard me conduisit vers cet endroit que j'ai pris d'abord pour une sombre cave. Je m'approchais et j'ai vu avec étonnement une foule de malheureux entassés les uns sur les autres dans un trou fort étroit, sombre, humide, de 4 pieds. Quels ne furent les divers mouvements de mon âme? Quoi donc, m'écriai-je? C'est chez des peuples qui se disent policiers qu'on souffre cette abominable confusion. Fin de citation. Et là, on peut en citer comme ça plusieurs. On a, donc, à l'instar de ces précédentes lettres, on a un autre scripteur de la Martinique qui se veut, lui, un éveilleur de conscience pour lutter également contre tous les abus qui règnent dans les colonies. Voilà, donc là, excusez-moi, je ne maîtrise pas trop le... Oui? Vous voulez qu'on vous aide? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je vais y arriver. Voilà, donc, lui, c'est riche en éveil de conscience. Il faut là, il écrit, le philosophe fixe les yeux autour de lui, et lorsqu'il découvre un nouvel abus qui le grève, il tâche par ses remarques d'en libérer ses concitoyens et lui-même. C'est ce motif qui me fait vous adresser aujourd'hui, monsieur, des réflexions qui m'ont paru de quelque importance. Le ministre bien intentionné à qui cette lettre parviendra sûrement, comme beaucoup d'autres sur divers abus, si vous l'insérez dans votre feuille, ne désapprouvera pas qu'on s'élève contre une opération dont il suffit de présenter le tableau pour en démontrer les défauts. Et là, c'est un autre lecteur donc, qui s'insurge contre quoi? Contre toute forme d'adulation hypocrite à l'endroit des pouvoirs publics qui ne le méritent pas. Alors, il écrit, il faudra désormais essuyer la fatigante répétition du moindre petit compliment que la flatterie prodiguerait sans pudeur dans l'une et l'autre île. Donc là, ici, il s'agit de la Guadeloupe et de la Martinique. Pour nous donner, à nous autres, amateurs de gazettes, le mortel chagrin d'être ennuyés par les mêmes choses. Vous, messieurs, intendants, procureurs généraux, commissaires du conseil, tous flatteurs et flattés, vous en répondrez un jour devant le Dieu de la vérité, du moins à présent devant le Dieu du goût, qui reprouve à jamais ces panégyriques de commandes. Fin de citation. Alors, on peut en citer comme ça plusieurs, on n'a pas assez de temps. La question de l'esclavage n'est pas absente de ces débats épistolaires. Quoique, on reste quand même sur la fin. Voilà. C'est une question qui n'est pas abordée, sinon qui est abordée dans des termes suffisamment flous pour qu'on puisse se faire une idée que se fait la Gazette, on va dire que se font la Gazette et ses lecteurs. Surtout vu le rôle que ça signe la Gazette, notamment celui de réparer les torts de l'humanité souffrant et blessée. On s'attendrait sans doute que la vie quotidienne des esclaves des colonies inspire plus d'un lecteur du périodique. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Ici, l'extrait que je vous présente, donc c'est... excusez-moi. C'est un lecteur donc, qui prend le parti de répondre à une question qui a été formulée dans un numéro précédent. Et là, je cite, la question c'est: est-ce que la cérémonie du mariage ou simplement le consentement légal qui rend libre l'esclave? Donc, voici la question. Alors, il prend donc la décision de répondre à la question. Non, monsieur, le silence que vous reprochez, donc ça c'est le lecteur qui parle.
Non, monsieur, le silence que vous reprochez aux jurisconsultes sur la question d'esclavage que vous avez vous-même résolu n'a point été occasionné par la barbare façon de penser que vous semblez leur prêter. Les uns gémissant peut-être en secret à la vue funeste des effets de l'esclavage, tremblant de toucher à la féroce politique qu'il a introduite sur la terre et à celle qui l'y maintient contre tous les droits de la nature. Mais vous, mais tous, soyez-en persuadés, monsieur, sentent frissonner les entrailles au seul nom d'esclaves. Pour moi qui ai le temps et la volonté de discuter votre question, je vais soumettre à votre examen les réflexions qu'elle m'a fournies. Vous en ferez l'usage que vous voudrez bien. Alors, lorsqu'on lit donc tout le courrier, voilà, loin donc d'une condamnation explicite de l'esclavage, ce lecteur, avocat de son État, donc c'est un avocat, se contente juste de répondre à l'auteur de la lettre ainsi qu'à l'esclave concerné par la question. Alors, je le cite, et ça, il s'adresse donc à l'esclave en question. Vous êtes resté dans la servitude. La loi n'a jamais regardé comme un moyen d'affranchissement qui fait la base de vos prétentions. La jurisprudence des tribunaux n'a fait qu'un moyen qu'en faveur des personnes légalement mariées. Votre mariage n'a jamais été célébré. Vous n'avez donc jamais changé d'état et vous n'avez qu'à déplorer le malheur d'être né dans l'esclavage. Ça, c'est un lecteur de la Gazette qui s'exprime ainsi. Alors, nous ne saurions clore ce relevé thématique sans questionner la place de la lectrice, comme on l'avait déjà annoncé, dans ce mouvement de subversion et de remise en cause dont la Gazette se veut le relais. Les quelques courriers tenus par les lectrices semblent se cantonner à des sujets d'ordre, à des thématiques bien limitées, notamment aux querelles de couple, ou plus généralement à des sujets d'ordre affectif. Tantôt, c'est un groupe de femmes qui dénoncent les effets de la guerre sur les familles. Je ne sais pas si j'ai mis l'extrait. Tantôt, c'est une religieuse qui formule une plainte auprès de la Gazette pour le départ d'un curé cher à la communauté dont elle fait partie. Elle fait donc l'instante prière au périodique d'œuvrer à son retour moyennant des prières. Ailleurs, c'est une lectrice malheureuse en couple qui vient étaler ses déboires conjugaux dans le périodique. Et là, je vous lis donc l'extrait. Je suis la fille de monsieur M. Il y a peu de temps, je suis mariée avec monsieur. Je l'ai épousé sans fortune. Il m'avait bien promis de me rendre heureuse. Eh bien, monsieur, je ne suis pas heureuse. Je ne tiens pas la place que je devrais dans ma maison. Mon mari est envers moi d'une froideur à glacer. Croirez-vous qu'il agit comme moi si j'étais une étrangère? Je suis privée de ces douces consolations auxquelles une jeune femme a droit de s'attendre pour lui faire oublier les peines insupportables du ménage. Mes deux enfants, fruits de notre union commune, sous les plus favorables supplices, n'ont même pas le plaisir d'embrasser leur père. Alors, cette dernière lettre mérite qu'on s'y attarde. Il faut souligner qu'elle est frappée d'un total anonymat, comme vous avez pu le constater. À part la date et le destinataire, elle ne porte aucun lieu de publication, aucune signature. Les personnes mentionnées sont désignées par une seule initiale. On se demande donc, est-ce que c'est une vraie ou une fausse lettre? Une question qui est suscitée par ce que disait Éric Vauteur, à savoir que les hommes qu'on fixe l'écriture de la presse et on fait à peine semblant de laisser les femmes s'y exprimer, en ajoutant qu'opposer sphère masculine et sphère féminine reste un des sujets courants du courrier des lecteurs. Un constat qui fait dire aussi que l'une des fréquentes déclinaisons du procédé épistolaire est la lettre misogyne, qui d'une manière ou d'une autre dit l'incapacité féminine à percevoir et discuter les questions essentielles de la société. Alors après cette analyse des contenus des lettres adressées, il s'agit à présent de mettre en question les modalités du rapport interactif qui lie le rédacteur et ses lecteurs dans l'animation du journal. La participation du lecteur à la fabrication de l'information, rendue possible par les innovations
technologique a donné son nom à ce qui est qualifié aujourd'hui de journalisme ordinaire, de journalisme citoyen ou participatif, dont le courrier des lecteurs semble l'ancêtre lointain. Dans les faits, ce journalisme participatif, comme on vient de le voir, consiste dans la publication par des gens ordinaires des nouvelles et des faits d'actualité dont ils sont témoins. Ce qui fait donc du lecteur plus qu'une figure du récepteur à émouvoir, éduquer ou moraliser, une véritable voix qui investit les espaces d'expression du journal. Par les informations qu'il fournit au journal, le lecteur passe de la figure du récepteur passif à celle d'émetteur, tout autant que le rédacteur, en tant qu'émetteur attitré, devient pour sa part récepteur des informations fournies par le lecteur, une inversion de rôle qui induit à la fois un rapport de réciprocité et de coproduction. Alors c'est cette dimension de lecteur-coproducteur qui nous a été donnée de voir donc, dans la Gazette des Petites Antilles. Ce qui n'empêche pas d'interroger l'accueil que le rédacteur de la Gazette fait véritablement à ce lecteur-scripteur, ou tel que formulé par Annelise Touboul, le rédacteur peut-il accueillir la parole profane sans affaiblir la légitimité du journaliste professionnel qu'il est? Si oui, à quelles conditions? Donc, il faut dire que la Gazette ne s'adresse pas seulement aux lecteurs comme entité neutralisée, dépourvue d'ancrage social, par le choix des sujets, par la langue utilisée. Ces lecteurs sont solidaires, comme on l'a vu au début dans l'introduction, sont solidaires de tout un style de vie, prôné par le journal, de tout un rapport au monde. Cependant, la parole du lecteur telle qu'elle est donnée au public n'est pas une parole ordinaire, puisqu'elle est, avant d'atteindre les pages de la Gazette, sélectionnée par le rédacteur et conditionnée par le journal. C'est donc une parole qui, pour se faire entendre, se doit de respecter les normes discursives du journal. Au-delà donc de cette ouverture affichée le rédacteur de la Gazette donne donc la preuve de la totale maîtrise des informations qu'il publie dans son journal, comme l'attestent les quelques exemples. Bon, on peut peut-être lire rapidement. Donc, à la rubrique, par exemple, les nouvelles des îles, le rédacteur écrit « Cette pièce, aussi intéressante par le style que par le sujet, nous ayant paru mériter l'attention de nos lecteurs, nous allons en transcrire ici les endroits les plus remarquables. » Ok, il me reste 5 minutes. Bon, voilà. Donc, ça vous dit que c'est vrai, il y a une ouverture qui est affichée, de tendre la main au lecteur, mais il y a quand même des limites, voilà. Et qu'est-ce que donc le lecteur fait? Qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir se faire publier? Parce qu'ils savent qu'en dépit de ces barrières, ils restent conscients de leur pouvoir quant à la survie du support. Donc, ils ne vont pas se priver d'user de certaines stratégies, voilà, pour se faire publier. Ils vont passer, par exemple, de la culpabilisation à l'appel à l'impartialité. Et là, voilà, vous avez ici un exemple. Hein. Donc, un lecteur qui écrit « Je n'ai pu dissimuler plus longtemps, monsieur, combien je suis surpris de vous voir sans cesse vous élever avec un zèle infatigable contre les abus qui règnent dans nos colonies françaises et garder un silence profond sur ceux qui infectent sous vos yeux. » Bon, ainsi de suite. OK. Donc là, qu'est-ce que le lecteur fait? Il essaie de culpabiliser le journal pour le pousser à publier sa lettre. Voilà. D'autres vont porter une critique sévère là. C'est vraiment très intéressant cet extrait, on n'a pas le temps de le lire. Donc c'est un lecteur donc, de la Gazette qui porte une critique sévère contre le journal. Voilà. C'est très intéressant, c'est très drôle. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Gazette quand même prend la décision de publier une lettre qui l'incrimine sévèrement. Voilà. Il y a certains lecteurs qui n'hésitent pas à jouer sur la corde de la sensibilité. Donc, c'est fini? OK. Sur la Gazette, l'image de la Gazette, parce que les gens n'ont pas le temps d'avoir. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je reviens au début? Oui, voilà, oui, parce que c'est bien de l'avoir en arrière-plan. D'accord. Ça? OK, voilà. Donc, bon, là, je n'ai pas assez de temps.
Donc, voici un peu brièvement présenter les choses. Je vais conclure. Voilà, on n'a pas assez de temps. Excusez-moi. J'espère que je me retrouve. Voilà. Donc, il faut juste retenir que, bien que publié sous le titre commun de la Gazette des Petites Antilles cherche à s'ennoblir en se voulant à la fois un recueil exact d'observations philosophiques et un dépôt précieux des justes réclamations qu'excitent les abus multipliés qui grèvent journellement les colonies françaises. Un objectif qu'elle n'aurait sans doute pas atteint sans la plume consommée de ses lecteurs qui lui permettent donc de compiler des lettres venant aussi bien de toutes les îles que de toute l'Europe. À ce titre, le périodique épouse bien la nature fondamentalement épistolaire de la presse à ses origines, surtout celle d'une gazette. Cette main tendue au lecteur pour le pousser donc à agir crée un rapport de coproduction entre le rédacteur et le lecteur qui se révèle déterminant dans la nécessaire survie du périodique. Ce qui, comme l'écrit encore Denis Renaud, change dès lors le statut du lecteur, qui n'est plus en position de demande d'une réponse à ces questions, mais d'offre. C'est lui, et non plus le rédacteur, qui détient le savoir, ou du moins une parcelle du savoir. Aussi faut-il souligner que la Gazette des Petites Antilles émerge en pleine lumière, où la presse est considérée comme un agent de démocratisation du savoir. Ce qui fait également dire à Renaud que ce n'est pas sans doute un hasard si le courrier des lecteurs s'impose au moment où paraissent les derniers volumes de l'encyclopédie. Cet espace d'expression dédié donc au lecteur devient dans ce contexte le lieu où se manifeste la contestation de l'autorité exclusive dans quelque domaine que ce soit et dans quelque lieu que ce soit, fut-il dans les colonies. C'est d'ailleurs sans surprise donc, que Pierre Ulrich Dubuisson, dont le rédacteur de la Gazette des Petites Antilles, reste sous le coup d'une menace ouverte du pouvoir colonial. Comme formulé ci-après, il est offert de la part du gouvernement de la Martinique la liberté à tout esclave qui tuera le sire D.N., auteur du libellé périodique intitulé Gazette des Petites Antilles, le congé à tout soldat des régiments de la Martinique ou de la grâce à tout déserteur qui tuera le dit D.N. de la part des 20 citoyens qui se sont cotisés à cet effet pour 300 meutes, à tout particulier de quelque qualité et de conditions qu'il soit, qui tuera le D.N. Je vous remercie. J'ai une question très très simple. Oui. Est-ce que dans les articles ou les échanges entre les lectrices, lecteurs et la Gazette, est-ce qu'il y a des articles à contenu, on va dire, ethnologique ou anthropologique sur les gens qui sont là? Et est-ce qu'il y a aussi des échanges ou même dans la langue même, des présences du créole, ou est-ce que tout c'est du français hyper normé? Voilà. Alors, il faut dire que, comme je le disais, on a été vraiment confrontés. Je ne serais pas peut-être, je dirais pas que j'ai vraiment tout dépouillé tout le journal. Hein, voilà, ça, c'était quand même assez volumineux. Et on a été confrontés aussi à un problème de forme. Voilà, il y a des pages qui étaient carrément illisibles parce que les lettres étaient très petites. Donc, je ne pourrais pas vous dire s'il y a des questions d'autres anthropologiques ou pas. Aussi des textes en créole, ça, je ne saurais pas vous dire parce que je n'en ai pas vu. Mais est-ce que c'est parce que je n'ai pas tout fouillé, le journal? Voilà. Donc, je me garde de répondre à la question, en fait. C'est assez volumineux, c'est sur 3 ans, forcément. Peut-être à un autre moment, si je prends le temps de lire tout le journal, certainement on pourra vraiment trouver des textes en créole, mais je ne saurais pas vous dire, en fait. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour cette très, très belle introduction à la Gazette des Antilles. J'avais une question concernant l'économie un petit peu de cette gazette.
sur les questions de production de cette gazette, ses moyens de diffusion, et si vous aviez aussi des indices sur les conditions de lecture, de partage, de diffusion de la gazette auprès des différents cercles de lecteurs qui s'y fréquentent d'un point de vue des textes qui y sont publiés, mais qu'en est-il en fait des conditions de réception et de lecture même de ces gazettes? Est-ce que c'était des clubs de lecture qui en proposaient une diffusion? Est-ce que on a des traces, des indices de la façon dont on pouvait s'approprier ces débats-là dans un espace public ou semi-public ou privé? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des traces en tant que telles, mais moi je pense que c'est le fait de publier, je ne sais pas si j'ai vraiment saisi votre question, mais je crois que le fait de publier ces lettres écrites par des lecteurs, voilà, excède déjà comment on va dire, l'espace public. Je ne sais pas si c'est vraiment la question, si j'ai vraiment saisi. Est-ce que c'est vraiment la question que vous posez? J'ai pas... Ah d'accord. Oui, en fait, oui, j'ai remarqué qu'il y a des lecteurs qui répondent à d'autres lecteurs, c'est-à-dire des lecteurs publiés, des lettres qui sont publiées et qui font l'objet de réponses de la part d'autres lecteurs, comme on l'a vu dans le cas de la question relative à l'esclavage. Donc c'est une question qui est publiée dans un numéro précédent. Et donc cet avocat-là prend sur lui de répondre à la question qui a été posée. Donc il y a comme ça des débats qui s'animent. C'est-à-dire qu'une lettre peut être publiée, on va dire, dans un mois avant, et il y a un lecteur qui répond à la question, en fait. Voilà. Oui. Bonjour. J'ai travaillé sur la Martinique il y a longtemps, donc je ne sais plus très bien, mais c'était il y a vraiment très longtemps. Mais je me posais sur le 18e, c'est le moment où se développent dans les Caraïbes aussi des réseaux de franc-maçonnerie. Et je me demandais, est-ce que c'était pas un lieu de discussion, enfin, vu les choses dont vous avez parlé, qui peut être lié à ça, et où justement il y avait, il me semble, des loges mixtes, et pour répondre, est-ce que justement il y a un esclave qui pose une question, donc ça veut dire quelqu'un, un homme de couleur, un noir, enfin on sait pas trop, c'était, voilà, je sais pas comment définir ça exactement, donc voilà, est-ce que vous pensez que c'est une revue qui pourrait être liée à ça ou pas, je sais pas, dans le travail... parce que c'était voilà, des espaces de discussion parfois mixtes ou sur les thématiques dont vous aviez parlé, je pense, dans les Caraïbes, à ce moment-là. Je ne connais pas très bien tout ça, mais je me dis que ça peut être... est-ce que c'est... Comme vous n'en avez pas vraiment parlé, ça peut être pour contextualiser la publication de cette revue. D'accord, bon. Je sais seulement qu'il y a un réseau qui est en place, voilà, qui œuvre pour animer le journal. Bon, des débats, des discussions, je ne peux pas vous en dire plus, en fait, voilà. Et comme je le dis encore, voilà, j'ai pas eu le temps d'explorer vraiment tout le journal. Voilà, donc je ne peux pas m'avancer à vous dire non, ça n'existe pas. Certainement, avec le temps, on peut découvrir peut-être ces espaces de discussion, en fait. Voilà. Oui, moi j'aurais une question. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Et puis j'ai travaillé par ailleurs, parce qu'en fait je suis plutôt 18e sur la question justement des périodiques au 18e siècle, plus en lien d'ailleurs avec ce qu'ont écrit les femmes. Mais enfin, ce qui est caractéristique quand même de ce type de gazette, c'est que souvent elles sont même tenues par une seule personne qui scénarise ces interventions multiples. C'est-à-dire que même quand on dit qu'un colon, un esclave, une femme prennent la parole, ça peut être tout à fait fictif. C'est-à-dire c'est des dispositifs de construction d'une pseudo, je dirais, production collective qui revient finalement à porter parfois l'intérêt d'une seule personne qui publie un petit bulletin assez isolé. Je ne sais pas si c'est le cas pour la Gazette des Petites Antilles, donc je veux pas le... Mais enfin, c'est des choses que j'ai regardées de près. Par exemple, il y avait un critique d'art qui s'appelait Le Créole ingénu. Et c'était un homme, la créole ingénue. Donc c'était une jeune fille de 14 ans qui était supposée être créole et qui faisait la visite des salons et qui, à partir de ça, il construisait un discours qui devait supporter en quelque sorte la politique royale en matière d'art et de politique culturelle. Donc il faut se méfier de l'annonce elle-même et la croiser finalement avec d'autres sources pour savoir ce dont est porteur cette
pluralité plutôt de dispositifs ou scénarisés. Donc peut-être ça c'est une chose. Et la deuxième chose par rapport au lecteur, où il faut aussi quand même se méfier, d'abord c'est que dans la plupart des colonies, la législation interdisait aux esclaves de lire et d'écrire. Donc leur accès à ce type de texte devait effectivement être médiatisé par un certain nombre de reprises de discours, même si certains savaient. Mais je veux dire, officiellement, c'était quand même interdit, donc voilà. Et par ailleurs, le côté émancipatoire se situe pas tellement du côté des esclaves à ce moment-là, mais du pouvoir local colonial face au pouvoir central métropolitain. Donc c'est pas, il faut peut-être pas idéaliser, enfin il me semble dans la discussion, c'est pas du tout ce que vous avez dit vous, hein, mais dans la discussion, idéaliser la Gazette des Petites Antilles comme un lieu depuis l'esclave conquiert son émancipation à la fois vis-à-vis du colon et du pouvoir européen. Donc peut-être juste la lecture, je dirais littérale de ce type de périodique ne permet pas d'avoir un accès réel à sa proposition. Et souvent, c'est complètement en vase clos, destiné quasiment à Paris. Donc il y a peut-être, il faut se méfier un peu du 18, il me semble, enfin du 18e siècle, qui a l'art de panacher et d'enrober, en fin de compte, quelque chose qui est une intervention individuelle et d'un lobby très très circonscrit, qui ne représente pas toutes les petites Antilles ou toutes les populations qui cohabitent aux petites Antilles. Voilà. Bon, voilà, pardon. Si je peux prolonger la question, la Gazette en tant que telle, c'est quand même un type de support qui est absolument présent dans toutes les Amériques. En vous lisant, on avait l'impression ça me faisait penser à des gazettes qui existaient dans le Massachusetts, ou ces gazettes existaient également dans le monde hispanique. Notamment, ça permettait aux Indiens de faire remonter un certain nombre de choses, et ça touchait également aux mœurs. Et ça renvoie par rapport à la question de comment les élites locales s'affichent par rapport à la métropole. Ma question, c'est que, parce que je vous avais donné les dates quand même, au début de la guerre civile d'indépendance aux États-Unis, ma question c'est, est-ce que ces gazettes dans les Antilles parlent de ces événements qui traversent les Amériques? C'est le début de la guerre d'indépendance aux États-Unis, c'est dans les Antilles espagnoles, c'est tous les mouvements des marrons et toute la question de tout le mouvement lié à l'esclavage, notamment en République dominicaine, à Cuba, etc. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est mentionné? Parce que pour les gazettes du monde hispanique, certaines sont extrêmement au courant de ce qui se passe dans l'univers francophone, on va dire. Mais oui, effectivement, là nous avons opéré un choix, parce que faut dire que la Gazette est essentiellement bâtie donc sur des lettres. Et les lettres sont de deux types. Hein. Il y a les lettres qui sortent des correspondances ultérieures, donc qui viennent de toute l'Europe, voilà. Et puis il y a des lettres des particuliers. Et vu le nombre qui est assez vaste, assez élevé de ces lettres, nous avons choisi que les lettres des particuliers. Sinon, effectivement, les informations viennent d'un peu partout, et justement des informations qui portent sur l'évolution de la situation en Amérique du Nord, notamment, voilà. Donc là, c'est un choix que nous avons opéré pour pouvoir circonscrire un peu les choses, en fait, voilà.